Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Accueillez celles et ceux qui ont accepté votre invitation. On va juste se rendre compte dans le couloir qu'on gagnait 28 degrés en rentrant dans la salle. On voulait vous remercier. Et on regrette de ne pas avoir une tenue en maillot de bain. Mais c'était sans compter Luc Julia qui vient avec sa chemise hawaïenne, comme à chaque fois. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Il a un sponsor, c'est pour ça qu'il lui file ses 253 chemises hawaïennes à la maison. On pourra en parler. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir, en fait, parmi vous. En fait, comme il n'y avait plus de place, on s'est mis là, mais vous avez tout autant d'importance que tous les intervenants qui sont là.
Ce débat est préparé par des étudiants. Alors, je m'appelle Nicolas Rossignol, je suis journaliste. Quelle horreur! Et donc, comme n'importe quel journaliste ne connaissant rien, je suis venu apprendre à votre contact aujourd'hui. Et puis, je suis venu chauffer mes neurones. Et il se trouve qu'on a un panel incroyable sur scène. Voilà, une belle brochette, comme on dirait vulgairement. J'espère que vous saurez l'apprécier. C'est pour leur mettre la pression également les uns et les autres, pour qu'ils se tiennent bien et qu'ils nous emmènent dans des super réflexions. Ça, c'est fait exprès. Et puis, on va remercier, surtout, et on va le faire d'ores et déjà, applaudir les étudiants qui ont préparé cette rencontre. Mesdames et messieurs, ils sont là. La Cité de la Réussite nous permet d'appuyer sur pause. On l'attendait, cette cité, depuis tellement longtemps. Le temps s'est dilaté, le temps nous a semblé long, l'impatience encore plus, et aujourd'hui on appuie les uns et les autres sur pause. Quand je vous dis ça, c'est pour vous demander de tous mettre vos téléphones sur silencieux. Et comme a priori, il n'y a rien de très urgent aujourd'hui, a priori, vous avez prévenu vos enfants, vos familles, vos voisins, vos amants maîtresses que vous n'étiez pas dispo cet après-midi. Et donc, on met tous le téléphone sur silencieux et on reste connecté, si vous voulez bien, à l'humain sur scène qui va nous parler notamment d'intelligence artificielle. D'abord, les unes et les autres, j'aimerais que vous nous disiez un peu ce que vous faites là. Et j'aime bien à chaque fois, dans tous les débats que j'anime, que chaque intervenant justifie sa présence, quitte évidemment à ne pas trouver de justification et le foutre dehors, bien sûr, parce qu'il n'aurait pas de lien avec la thématique. Donc j'aimerais savoir, en fait, quel est le lien, en quoi cette question d'intelligence artificielle vous concerne. C'est quoi votre boulot ou votre engagement citoyen qui vous permet de venir nous parler d'intelligence artificielle? Je vais commencer par le moins évident, Gilles Babinet. Salut Gilles, je te savonne la planche. Bon, Gilles, il est de toutes les tables rondes formidables, de toutes les conférences à travers la planète sur le sujet. Voilà, salut Gilles. Conseiller spécial de l'Institut Montaigne sur les questions digitales, cofondateur de Isotope Energy, mais pas que, plein de choses. Intelligence artificielle, pourquoi? Qu'est-ce que tu connais? C'est surtout en tant qu'entrepreneur, effectivement, l'intelligence artificielle est devenue extrêmement facile à manier. Et je pense que, évidemment, dans les startups technologiques, mais quasiment maintenant dans presque toute entreprise, il y a un petit peu d'intelligence artificielle. Et c'est surtout à ce titre que je m'exprime ici, et évidemment au titre des travaux que je fais au Conseil national du numérique et à l'Institut Montaigne. Et tu as aussi une parfaite connaissance, mais comme la plupart de nos intervenants, sur l'évolution de ces sujets, ça va nous intéresser. Laurence de Villers, alors c'est marqué sur votre carte de visite, vous êtes professeur en intelligence artificielle au LIMSI CNRS. Donc a priori... A priori, oui, je fais l'intelligence artificielle, je programme, j'ai des étudiants en thèse. Et je me suis engagée aussi sur l'éthique de l'IA depuis peu. Et je suis dans plein d'hémicycles pour parler justement des conséquences, en fait, de regarder l'IA comme un objet socio-technique qui peut avoir des conséquences de dépenses d'énergie ou des conséquences sur notre futur. Et donc, il faut le regarder de façon affûtée. Et on compte sur vous pour nous affûter aussi pendant ces échanges à vos côtés. Sylvain Duranton, vous êtes le directeur monde de BCG Gamma. En quoi ça vous concerne l'intelligence artificielle chez BCG Gamma? Alors on utilise beaucoup Siri. Eh oui. Non, je plaisante. En fait, oui, on est 1500 et on code des systèmes d'intelligence artificielle qu'on déploie dans les entreprises, dans le monde entier, sur tous les sujets. Donc on est, je dirais, dans le quotidien de l'intelligence artificielle pour les entreprises. Rappelez ce qu'est BCG Gamma pour ceux qui ne connaissent pas encore. Une équipe de 1500 personnes qui conçoivent et qui fabriquent des systèmes d'intelligence artificielle dans des softwares et qui sont ensuite déployés dans les entreprises. Merci beaucoup. Mahasti Razavi, quel bonheur de vous retrouver sur ces mêmes sujets ensemble. Vous êtes managing partner chez Auguste de Bouzy. Vous êtes trompé en revanche parce que le cabinet d'avocats... Je repars. Oui. J'étais ravie de vous voir. Bonjour à tous. Alors moi, j'interviens en tant qu'avocat pour les entreprises qui, justement, comme le disait Sylvain, décident de mettre en place des solutions d'intelligence artificielle. Et ensuite, évidemment, une fois qu'ils ont décidé de le mettre en place, ils se disent « mais est-ce que j'ai le droit de le faire ? Jusqu'où je peux aller ? Quelles sont mes contraintes ? Est-ce qu'il y a des choses que je dois mettre en place pour réfléchir, par exemple, à l'éthique ? Est-ce que je dois mettre en place dans mon organisation interne ? Est-ce que j'ai de la règle de droit qui s'impose à moi ? Est-ce que je vais être contrôlée demain matin? Est-ce que je vais aller en prison ou pas? Donc nous, on intervient sur ces sujets-là. Et j'adore vous retrouver sur les sujets parce que ces sujets d'éthique sont passionnants, forcément. Les sujets juridiques aussi, parce qu'ils doivent tous nous concerner. Luc Julia, on va faire court, hein, vous le googlisez. Il y a un Wikipédia de 28 pages, je pense. Cofondateur du fameux Siri, directeur scientifique actuellement du groupe Renault. Je ne ferai offense à personne en disant qu'ici, vous êtes le pape de ces questions d'intelligence artificielle depuis longtemps. Et je ne parle pas que de votre coiffure. Votre expérience parle pour ça, cher Luc.
Alors moi, je suis là pour dire que l'intelligence artificielle n'existe pas. Ah. D'accord, parce que j'en fais depuis 30 ans, donc je ne sais pas trop ce que je fais depuis 30 ans. Et on va voir que c'est certainement pas ce qu'on croit. Eh bien, vous savez quoi, vous faites le malin en me sortant une question un peu peau de banane. Vous allez me le dire, c'est quoi finalement l'intelligence? On va commencer là-dessus et ensuite je laisserai la parole aux étudiants. Mais j'ai envie de comprendre, de quoi parle-t-on? Parce qu'en fait, on fait tout et n'importe quoi. Moi, je fais le malin quand j'en parle à ma mère dans le repas du dimanche pour faire style, je m'y connais. En fait, je pense que je me trompe totalement. C'est quoi l'intelligence artificielle? Alors bon, effectivement, on fait souvent les malins en disant, en redisant ce que c'est par rapport à Hollywood. C'est-à-dire que c'est Terminator, c'est le film Her. Donc c'est pas ça du tout. L'intelligence artificielle, si on donne une définition au singulier, c'est une boîte à outils. D'accord. Une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils super performants qui marchent bien, hein, donc ils sont très spécialisés dans chacun de ces domaines qu'ils vont adresser. Mais c'est qu'une boîte à outils. Donc on respire, on se calme, et c'est pas quelque chose qui est compliqué en fait. Alors ça commence. Laurence n'est pas d'accord et je suis content qu'elle ne soit pas d'accord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement des outils, justement, c'est des outils qui ont des impacts sociaux, qui vont être autour de nous, avec lesquels on va parler. Hein, Siri, tu viens de dire c'est des outils, donc c'est des outils. Non, oui. non, non, il n'a pas parlé de l'impact, il a parlé de ce que c'est intrinsèquement. Oui, mais c'est ça qu'il et faut ensuite on peut éviter. parler de l'impact. Non, c'est ça qu'il faut éviter. Il faut le regarder dans tout son côté holistique, entier. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas des outils, ce sont des outils sociotechniques qui ont des impacts, qui sont capables de vous dire « je vous aime ». Moi, je fais de la détection des émotions dans la voix, fantastique. Je peux vous manipuler assez facilement. Moi aussi, je suis journaliste. Même Google... Non, moi j'en ai fait mon métier, c'est ce que je voulais dire. Même Google, qui fait tester ses machines, a finalement des ingénieurs qui sont capables de dire que la machine a une âme. Donc on voit que ça peut aller très très loin. Donc je pense qu'il est important de dire que ce ne sont pas seulement des outils. Ok, Luc, on s'en est pris une. Est-ce qu'on continue? Ah ben non, moi je suis prêt, il n'y a pas de problème. Oui, alors ce sont des outils excessivement performants et donc ils ont effectivement de l'impact parce que dès que ça a une performance certaine, ça a un impact. Un marteau est un excellent outil qui a un impact. Et un marteau, je peux l'utiliser à bon et à mauvais escient. Laurence, je on le peux laisse terminer. l'utiliser en te tapant sur la tête ou alors en tapant sur la tête du clou. Et bon, évidemment, c'est fait pour taper sur la tête du clou, donc ça a un impact positif. Ça peut avoir un impact négatif si j'utilise pour taper sur ta tête. Si je peux me permettre, permettez-vous. l'outil, il ne tape pas tout seul. Mon robot, à qui j'ai donné la potentialité de parler et de se déplacer tout seul, il est capable de faire des choses tout seul. Il est capable de venir en autonomie, te poser des questions, regarder ce que tu fais et t'espionner. C'est pas la même chose qu'un marteau. Ben, je ne suis pas d'accord. Super. Parce qu'un marteau, effectivement, c'est moi qui tiens le manche. D'accord, donc là, on est tout à fait d'accord. Mais le robot que tu programmes, c'est toi qui tiens le manche. Ah non, je suis pas là. Super. Alors, attendez, je voulais remercier Monsieur Bricolage qui parraine cette table ronde. Je vois Masti, Sylvain, Gilles qui ont peut-être leur mot à dire. Allez-y. Alors, c'est déjà le bordel. Allez-y, régalez-vous. Masti. Non, ce qui est très intéressant à vous écouter, ça montre la difficulté de la définition. Parce que quand on parle d'un outil, comme vous le dites l'un et l'autre, eh bien un outil, il est composé d'un certain nombre de choses. Il a des effets immédiats, des effets à moyen terme, des effets à court terme. Il a des effets sur mon voisin Gilles et de l'autre côté, Sylvain, ça peut Laurence, aller, ouais. non, mais ça peut aller jusqu'à Luc et peut-être Nicolas, mais il peut aussi aller jusqu'à vous tous. Et quand on veut essayer de créer un cadre, parce qu'en fait tout le monde s'intéresse à ce sujet, bien entendu, on en reparlera tout à l'heure. Il y a un premier point qui est très très important dans mon monde à moi, c'est de trouver la bonne définition. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des sujets de réglementation qui sont en cours, d'élaboration, et chacun y va de sa définition. Et la conversation qu'on vient d'entendre montre à quel point, au-delà de la réalité qu'on vit chacun, avec de l'IA dans notre quotidien, eh bien, trouver une définition qui va réunir les uns et les autres est un sujet difficile. Et c'est cette détermination de la définition commune qui permettra de dire est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'ai pas le droit. Et tu comprends pourquoi on a besoin d'avocats parfois pour calmer les choses. Gilles, pour compléter sur ce qu'on se dit là, et évidemment, au-delà du sourire, les débats, on est là pour ça évidemment, mais comment est-ce que toi tu définis ce sujet? Moi, je ne suis qu'un entrepreneur, hein, mais j'observe quand même que les technologies ne sont jamais neutres. Elles ont une influence très forte sur l'environnement. Quand on invente le canon à poudre, quelque part, 2 siècles plus tard ou 3 siècles plus tard, on va générer le contact westphalien des États, voilà, parce qu'il n'y a que les États qui peuvent se payer des armées avec des canons à poudre. Et donc, voilà. Et quand on invente l'électricité,
on change complètement notre rapport au monde, à la distance, etc. Voilà, donc je crois que quand Laurence dit il n'y a pas d'outils sans contexte, je suis assez d'accord avec elle. Et cette technique, elle est, à mon avis, très incidente parce que d'abord, elle est très mimétique, elle ressemble à ce que nous pouvons faire, et à cet égard, elle nous trouble, et c'est pour ça qu'on a tendance à, et c'est un sujet que Luc a largement abordé, à parler d'intelligence, même si je crois que le mot est un peu superfétatoire. Mais au-delà de ça, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est qu'elle pose, du fait de leur capacité à avoir une émission dans notre quotidien qui est supérieure à tout ce qu'on a connu, toute autre technique, pose des enjeux éthiques, de régulation, qui sont inégalés. Sylvain, un regard là-dessus, qu'est-ce que vous dites en repas de famille quand on vous parle d'intelligence artificielle? Non, je crois qu'effectivement, je considère que c'est un outil à très fort impact, mais pour rejoindre ce que dit Laurence, je pense qu'il est pernicieux parce que très mal compris. Et ce mimétisme, on nous fait croire que c'est de l'intelligence, on se dit ça réfléchit comme nous. Ces IA, ça reste un ensemble de règles, plein de règles, bien sûr. Parfois, on n'est même pas conscient de toutes les règles qui sont dedans, je dirais même généralement, mais c'est un moteur de règles. Et fonctionner selon des règles, la sociologie française l'a étudié, ça s'appelle la bureaucratie. Et en fait, l'IA, c'est avant tout un outil bureaucratique qui est fait pour appliquer des règles, alors qui ont été autogénérées par le système parfois, qu'on a pu lui apprendre. Et je pense que c'est là qu'il y a un danger, qui est que les organisations bureaucratiques, pour survivre, ont besoin de sortir de leur propre bureaucratie et d'être capables de sortir des règles. Et l'intelligence artificielle n'est pas capable de sortir de ces règles. Et face à des situations inédites, non prévues, on peut avoir des choses qui sont complètement compliquées. Peut-être un exemple qui n'est pas très technique, qui n'est pas très IA, mais qui peut peut-être un peu éclairer les choses. La centralisation bureaucratique de la décision, elle n'a pas attendu l'IA. On peut prendre un sujet douloureux, c'est la fin de vie. La fin de vie, quand on a des débats sur la fin de vie, des décisions à prendre, de soins, etc., ça peut être fait dans une petite équipe médicale qui décide au mieux en fonction de la personne et des choix. Il y a un système qui peut être le système des comités de la mort anglais, où en fait on remplit un dossier, puis là on se réunit. Alors il y a moins d'arbitraire, c'est plus logique, puisqu'en fait on va se dire en fonction des budgets qu'on a, de ce qu'on sait, qui ou pas va être soigné ou ne le sera pas pour des soins qui peuvent être coûteux. On est passé dans un système qui est plus bureaucratique. Quand on met de l'IA en plus, il n'y a plus de jugement. Et parfois, c'est un cas théorique évidemment, mais imaginons qu'un de ces comités de la mort anglais est à traiter du cas de Margaret Thatcher. Certains s'empresseront peut-être de surtout pas la soigner, d'autres au contraire décideront qu'il faut peut-être la soigner, il y aura débat. Une IA ne verra jamais que c'est quelqu'un d'un peu particulier qui passe à travers ces systèmes. L'IA réduit tout ce qu'elle traite à un certain nombre de caractéristiques, beaucoup, plein, mais du coup elle objective tout et elle rate l'essence de la personne humaine. Et quand on est sur des sujets sans conséquences, c'est pas grave. Si je reçois une pub ou une promo de la part de mon opérateur télécom, quelle qu'elle soit, c'est pas très gênant. Sur des sujets impliquants sur le plan humain, être pris dans une université, être mis en prison, avoir accès à un prêt ou à certains droits sociaux, je pense que l'IA ne peut pas gérer toute seule parce que c'est un outil limité et il faut en avoir conscience. Merci Sylvain, Luc va se régaler, c'est votre tour. Laurent, c'est pas d'accord. Je vais jouer le rôle de celle qui n'est jamais d'accord. Bon, si j'ai bien compris votre stratégie. Non, ce que je voulais dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas seulement des systèmes de règles. Ça, c'était les systèmes experts, ça a culminé dans les années 90. Actuellement, on travaille sur de l'apprentissage machine à partir de big data, comme on dit, d'énormes corpus de données, et le système à base de réseau de neurones, qui est celui que j'ai utilisé pour ma thèse, qui n'est pas récent, mais qui est de plus en plus optimisé, nous permet en fait de travailler, que la machine calcule elle-même à partir des données, des finalement corrélations de très très bas, avec une abstraction sur des couches cachées, qui est le deep learning, c'est-à-dire plus il y a de couches cachées, plus c'est profond, et je vous assure qu'elle encode des choses qu'on ne perçoit pas. C'est-à-dire qu'elle peut être meilleure que nous, par exemple pour détecter des cancers sur des images, parce qu'elle va aller voir des traits aussi que l'oncologue, par exemple, n'a pas vu dans sa vie non plus, parce que la machine peut voir une fulgurance de nombre de données que l'humain ne pourra pas voir. Pardon Laurent, mais il n'a pas dit le contraire. Hein. Si, il a dit que c'était des règles. Ce ne sont pas des règles. Ce ne sont pas des règles. Alors attendez, juste un truc. On est tous d'accord, on n'a pas du tout envie de rentrer dans des débats d'experts. On vous laissera la salle d'à côté, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Non, mais c'est important de comprendre que la machine... Et ne rentrons pas dans des petits détails parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais juste, je voudrais terminer préciser juste ce que je voulais dire.
enfin, les corrélations, ce n'est pas des règles qu'on a implantées, je ne parle pas des systèmes experts des Ne années jouons 60, pas sur les mots. Hein, ouais. mais à un moment donné, c'est un ensemble très grand de corrélations qu'on ne maîtrise pas, mais c'est quelque chose qui réagit face à des corrélations qui ont été apprises. Ce n'est pas quelque chose qui réagit en dehors de ça. Oui, Laurent, je vous laisse terminer. Luc, et ensuite, voilà. On ne se connaît pas, on ne sait pas expliquer ce qu'a appris la machine. Elle a appris des traits particulier. Il n'y a pas d'abstraction conceptuelle, c'est-à-dire qu'elle ne raisonne pas sur des concepts sémantiques comme nous pouvons le faire. Donc on ne peut pas dire que la machine raisonne et a une conscience. Mais par contre, elle est capable de faire des calculs bas niveau, en très grande vitesse, avec énormément de données, et donc ça n'a rien à voir avec les règles d'avant des systèmes bureaucratiques. Je n'ai pas parlé des règles d'avant, mais ça reste un ensemble de règles. Et puis, ne nous offusquons pas, c'est pas du tout ce que j'ai entendu, c'est bien vous expliquer, mais pas trop parce qu'on va vite passer à autre chose. Luc, qu'est-ce que vous entendez dans ce débat pour moi qui suis au dernier rang et qui ne comprends rien, et encore plus depuis qu'ils s'engueulent tous les deux? Je comprends rien non plus, donc oui. c'est bien. Non, mais c'est évidemment quelque chose qui est... déjà pour commencer, l'intelligence artificielle existe depuis 1956 officiellement. C'est vrai. Donc ça fait quand même longtemps. À partir de quoi d'ailleurs en 56? À partir de 2-3 mecs qui sont réunis à l'université de Dartmouth qui ont décidé qu'ils avaient modélisé statistiquement un neurone. Ah ouais. En mathématiques, quoi. C'est des mathématiques à la fin. Visuelle. Ouais. Et donc du coup, bon, c'est des maths, hein, et donc que ce soit des règles, donc de la logique, ou que ce soit des réseaux de neurones, donc des statistiques, à la fin c'est des maths, tout ce machin-là. Et bon, ça marche pas. En général, ça marche bien. Comme on dit tout à l'heure, les outils marchent bien. Ils sont meilleurs que nous. Comme l'a dit Laurence, par exemple, ça va trouver un cancer beaucoup mieux qu'un oncologue dans certaines circonstances, et qu'on ne peut pas forcément expliquer pourquoi, parce que les paramètres qui vont être pris ne sont pas les paramètres que nous, on va pouvoir expliquer. D'accord ? Mais bon, ceci dit, voilà, ces intelligences artificielles existent maintenant. Elles sont dans tous les domaines. Gilles l'a dit aussi. Quelle que soit l'industrie, quel que soit le domaine, elles sont là. Elles font des trucs mieux que nous, mais on tient le manche. Derrière le sujet qui nous rassemble, et merci, on essaie à peu près de comprendre tout ça, et merci de simplifier les choses, mais derrière tout ce qu'on se dit, il y a forcément cette question qui vient, qui est le titre de notre débat, Enfer ou Paradis. On est en train de se demander si on peut débattre rationnellement, finalement, sur le sujet. On voit que ça suscite, bien sûr, des avis, et puis nous, on est prêts à vous entendre. On n'y connaît pas grand-chose, enfin, la plupart d'entre nous. Enfer ou Paradis, qu'est-ce que vous répondez à cette question un peu philosophique quand on vous la pose, Sylvain? Alors, je pense que ça peut nous rapprocher du paradis, mais il y a un risque de tomber dans l'enfer. Alors, est-ce que ça peut nous rapprocher du paradis? L'IA apporte énormément de choses importantes sur des sujets critiques. Aujourd'hui, en éducation, l'IA, ça peut aider à faire des systèmes de coach, d'apprentissage. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un prof privé qui vient à la maison apprendre l'anglais, les maths ou le français. On est capable aujourd'hui d'avoir des systèmes qui aident à apprendre, qui sont peu coûteux, qu'on espère pouvoir déployer. Il y a des choses très bien. L'agriculture est plus durable grâce à l'IA, c'est très bien. La santé, Laurence en parlait, c'est très bien. Le climat, c'est un sujet qui nous obsède tous. Alors oui, les technologies émettent trop, on peut en reparler. Mais l'IA peut aussi permettre de faire des choses formidables pour le climat, ne serait-ce que mesurer ou estimer au mieux les émissions, ce que très peu d'entreprises sont capables de faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, en général, dans l'entreprise, je précise bien dans l'entreprise, quand on déploie l'IA, on voit une amélioration du moral des équipes dans 80% des cas. Donc oui, il y a un côté paradis. Après, il y a un côté enfer. Alors comment est-ce qu'on définit l'enfer? Chacun peut avoir sa définition. L'enfer de l'IA, je pense que c'est l'enfer de la logique au pouvoir avant tout, sans aucun jugement, et des règles qu'on ne maîtrise pas. Un exemple, sur les admissions à l'université aux États-Unis, les universités sont classées, il y a tout un classement avec tout un tas de critères, et donc quand on recrute un étudiant, on essaye de s'assurer que ça fera monter l'université dans le classement. Une des choses qui fait baisser une université dans le classement, c'est si des étudiants sont pris par l'université et finalement en choisissent une autre, parce que finalement ils en ont une qu'ils considèrent être meilleure que ça. Les étudiants qui sont à risque d'en prendre une autre plutôt que celle en question sont détectés par les algos et du coup ne sont pas pris dans l'université. Oui. Au total, les meilleurs sont pris dans les meilleures universités et toutes. Les moyens qui peuvent prétendre aux meilleurs mais dont on n'est pas sûr qu'ils les aient sont tous rejetés par les universités de rang 2 et se retrouvent le bec dans l'eau. Ce n'est pas intentionnel, mais c'est quelque chose qui se produit, qui n'est pas contrôlé, qui est simplement appris, et qui peut avoir des conséquences qui sont très mauvaises. Et ça, c'est le côté enfer de l'IA. Avant de parler de la chose juridique qui est importante, Gilles, enfer ou paradis, qu'est-ce qu'on répond quand c'est une éternelle question tarte à la crème, mais qu'est-ce qu'on se dit? Oui, on le voit au quotidien, je pense, dans nos vies. Pour parler de l'enfer, il y a ce qu'on appelle
les bulles d'enfermement social, c'est-à-dire le fait que les réseaux sociaux rapprochent des gens qui ont les mêmes avis et finalement les fanatisent, en d'autres termes. Ça, c'est fait largement avec des technologies qui sont basées sur de l'intelligence artificielle. Il y a les enjeux de contrôle social en Chine. C'est basé sur la reconnaissance faciale principalement, mais d'autres formes d'intelligence artificielle également. Et donc, ce côté orwellien nous inquiète à juste titre. Et je crois que de l'autre côté, et je pense que c'est important de le préciser, on fait face à probablement l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande, crise collective en tant qu'humanité, qui est celle du réchauffement climatique. Et on n'arrivera pas à le traiter sans intelligence artificielle. Et donc, Sylvain vient de le dire, si je prends l'exemple de l'agriculture, un agriculteur, c'est quelqu'un qui traite en général 7 à 8 paramètres. Mais la réalité, c'est qu'il est face à 100 à 150 paramètres. Oui. Et il ne sait pas le faire. C'est trop complexe, c'est du multifactoriel dynamique, et il ne sait pas gérer ça. Et il est démontré que si on arrivait à avoir une gestion plus fine de ces paramètres, non seulement on accroîtrait la productivité, mais dans certains cas, on serait capable de capter du carbone plutôt que d'en émettre. Et donc voilà, donc c'est un exemple très précis, très concret, très vertical de ce que cela peut faire. À mon sens, ce qu'il faut comprendre, c'est le narratif de la Silicon Valley. Le narratif de la Silicon Valley, ça consiste à dire « fichez-nous l'après, on est en train d'inventer un monde nouveau, surtout ne nous régulez pas ». C'est ce qu'ils nous ont vendu pendant 40 ans. Et en fait, tous les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui sont issus de ce narratif. On a un retour de la régulation, avec le RGPD, le DMA, le DSA, etc. Et je crois que toute la question qui va traverser le XXIe siècle, ça va être le juste équilibre entre l'innovation et la régulation. Et c'est à ce prix qu'on sera dans un contexte où finalement on bénéficiera des bienfaits collectifs de l'intelligence artificielle. Si on bute là-dessus, si on retarde l'émergence de ces technologies parce qu'on a peur, en fait, ou si de l'autre côté, on continue à écouter ces sirènes, entre guillemets, libertariennes, je pense qu'on sera dans l'enfer. Luc et Laurence, votre regard justement sur ce sujet d'enfer ou paradis, question qu'on vous a certainement déjà posée. D'abord, je souscris complètement à ce que vient de dire Gilles. En gros, c'est les deux. Et potentiellement un enfer, comme on l'a décrit déjà, hein, mais à la fin, que ce soit l'enfer ou le paradis, c'est notre choix. Et notre choix, il ne peut être fait qu'étant éduqué. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un problème de définition, on a un problème de compréhension, et donc éduquons-nous, et après, la régulation viendra seulement des gens éduqués. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le régulateur qui raconte n'importe quoi. Et le problème qu'on a un peu aujourd'hui, c'est que le régulateur n'est pas éduqué sur les sujets. Et donc il faut que nous, on s'éduque, et collectivement, nous. Donc c'est super d'avoir des choses comme ça aujourd'hui, parce qu'on apprend, on comprend, on se fait une opinion, on n'a pas raison, mais on se fait cette opinion, et on essaye de la faire bubble up, comme on dit, jusqu'à nos dirigeants, qui vont être les régulateurs. On essaye de ne pas faire comme en Chine, justement, où ça va dans l'autre sens, et c'est le dirigeant qui décide pour nous. Donc nous, on a des cerveaux, on va faire quelque chose et on décide, on prend des décisions et on fait remonter nos opinions. Laurence. Moi, je suis d'accord avec vos deux discours sur le besoin de régulation et en même temps un équilibre. Et moi, je fais partie des gens qui sont engagés dans la définition, par exemple, de ce que c'est qu'être manipulé par une machine. Manipulation inconsciente, le nudge, qu'on y voit en marketing, qui est exponentiel lorsque je mets de l'IA derrière. C'est-à-dire, je détecte comment vous vous comportez et je peux très bien vous influencer. Et ça, j'ai monté un groupe comme ça sur l'Europe. Maintenant, on a 10 pays qui nous suivent pour essayer de faire une norme, un standard. Et les industriels devraient comprendre que c'est la guerre des normes en ce moment, qui est vraiment l'endroit où il faut aller si on veut que demain, on ait une espèce de souveraineté européenne. Si on veut faire passer nos valeurs avant tout, c'est très important que le terreau industriel s'empare de cela. Donc moi, je suis au CNRS, je ne suis pas du tout industriel, mais je viens parce qu'on est à la pointe de ces technologies et qu'on apporte beaucoup en fait dans la vision de demain. Il faut pouvoir anticiper ça et il n'est pas trop tard. Et ce que me disent les GAFA, c'est on ne va pas faire des normes maintenant alors qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Ethic by design, c'est-à-dire qu'on doit designer les objets de demain avec une conscience qu'on devra tracer un certain nombre de choses, qu'il faut créer un écosystème intelligent où tout le monde pourra
dire qu'un objet ne va pas, ne sert pas. Et effectivement, il faut aller sur l'éducation de tout ça. Donc, je suis aussi présidente d'une fondation, la Fondation Blaise Pascal, en mathématiques et en informatique, qui tient du CNRS, de l'INRIA, des grandes universités, pour pousser les jeunes à comprendre ces sujets autour de l'éthique de l'IA. Et c'est il faut absolument qu'on continue dans ces voies-là. Et je pense qu'on n'est pas assez à même de comprendre. Et c'est dommage d'entendre que les régulateurs ne sont pas éduqués. Parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Moi, je suis en train de travailler avec des hémicycles extrêmement intéressants, pluridisciplinaires, qui sont en train d'essayer de créer demain un monde vivable. Si on ne s'en occupe pas, là, on va perdre beaucoup. On est très vulnérable vis-à-vis de ces technologies. Merci Laurence Masti. Là vient la question notamment de l'éthique sur ces questions d'enfer ou de paradis. Et je reprends votre dernier mot qui était vulnérable. En fait, ce qui est très intéressant, c'est finalement comment on crée la confiance. Parce que finalement, le développement d'un usage et le fait que chacun d'entre nous se sentira à l'aise avec le développement de ces technologies, c'est la confiance. Le retour d'expérience montre, comme Gilles vous le disait il y a un instant, par exemple ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux. Au départ, on a dit « Attends, il ne faut surtout pas réguler, il faut y aller, ça va être génial, fantastique, etc. » Et puis, on en voit aujourd'hui de plus en plus les travers et on voit bien qu'il est très, très difficile de retourner en arrière. Donc, finalement, face à ce retour d'expérience et la nécessité de créer de la confiance, un certain nombre d'organismes, d'institutions, les États, notamment et en particulier européens, se sont dit finalement cette fois on va anticiper. Parce que pour créer ce cadre de confiance, parce qu'en réalité, technologiquement, on ne va pas retourner en arrière. Je veux dire, les entreprises sont toutes, mais comme vous le disiez, depuis tellement longtemps, utilisent en fait de l'IA, nous tous au quotidien, etc. Enfin bref, pas possible de retourner en arrière. Donc comment est-ce qu'on va créer ce cadre de confiance? Et là, on réunit des techniciens, des juristes, des gens qui réfléchissent au futur, des gens de l'entreprise, etc., pour essayer de créer un cadre. Parce que finalement, la position de l'Europe était de dire, si on crée un cadre juridique qui va s'appliquer automatiquement, et le côté automatique est très important, à tous les pays membres, quelle que soit finalement la volonté que vous pouvez avoir au sein de l'État en question. Si la France n'est pas d'accord complètement aussi, il y a des gens qui en France trouvent qu'on aurait dû moduler la règle un peu à droite, un peu à gauche, eh bien quand on parle d'un règlement européen, on n'a pas ce droit. Ça s'applique à nous de manière automatique. Oui. Donc on a un projet de règlement européen qui est en cours et il y a plein de débats parce que d'ailleurs ça rejoint le sujet de la définition que vous évoquiez, la mise en œuvre pratique, les retours d'expérience. Donc c'est en fait d'une complexité complètement dingue, mais on va peut-être bientôt avoir un règlement qui va créer un cadre qui permettra d'assurer cette confiance. Et c'est intéressant parce que c'est un règlement qui a une vision en fait assez pratique. Ils partent de la réalité de l'effet de l'IA pour dire est-ce que l'effet en question est très risqué, moyen risqué, peu risqué ou sans risque. Et en fonction de la typologie de l'IA et surtout de ses effets, alors on va dire ça c'est interdit, ça c'est autorisé mais sous réserve d'un certain nombre de critères de validation, etc. Certains vont donner lieu à objet à juste une information du consommateur que nous sommes, par exemple, et d'autres, on va dire non, mais en fait, c'est pas très grave. Et donc, en fait, on voit bien que tout ça peut accentuer la confiance qui peut exister. Parce que finalement, ne serait-ce que nous tous, comme quand on voit et que l'on débat et qu'on ne pense pas tout à fait de la même manière, se reposer simplement sur la confiance individuelle, en réalité, est trop compliqué et probablement trop risqué. Et merci de le rappeler ici, Mahasti Razavi. On va laisser la parole aux étudiants qui ont préparé ce débat et qui, je n'en doute pas, ont beaucoup de questions à vous poser, mesdames et messieurs. Qui prend la patate chaude pour commencer chez les étudiants? On vous apporte le micro. Est-ce qu'on a un micro au premier rang? On vous l'apporte tout de suite, s'il vous plaît, mademoiselle. Allez-y, je vous en prie, bagarrez-vous et prenez la parole. Bonjour, je vous invite à vous présenter. Donc, je m'appelle Maëlie Gibson et je suis étudiante en M1 droit privé à l'Université Paris-Saclay. J'ai pas entendu votre nom. Maëlie Gibson. D'accord, très bien. Et donc on parle beaucoup en fait, justement de ce cadre éthique qu'on doit imposer à l'intelligence artificielle. Le micro, s'il vous plaît. Pardon. Et moi, je voulais vous demander justement, quand vous parlez d'intelligence artificielle, deep learning, et vous écrivez beaucoup sur les robots émotionnels et ce genre de choses, est-ce que finalement ce ne serait pas assez problématique dans la mesure où aujourd'hui les réseaux sociaux sont quand même une niche pleine de ressources, et est-ce que justement ça ne va pas créer une intelligence artificielle deep learning qui pourrait se ressourcer donc, de tout ce qui est posté sur les réseaux sociaux et donc amener à une sorte d'enfer et presque à des dérives transhumanistes, justement avec la création de robots
qui aura des émotions de plus en plus proches de celles des humains et ce genre de choses. Merci. Vous avez 4 heures pour répondre à la question philosophique. Non, merci vraiment, vous m'avez bien... Et Luc sourit. La question est top, pas... mais le sujet il est tellement passionnant. Comment vous répondez en quelques mots? Merci mademoiselle. Vous pouvez lire ce livre qui porte exactement là-dessus, les robots émotionnels. Mais en tout cas, je pense que c'est une réelle question importante, hein, vous venez de mentionner, parce que ce n'est pas un facteur de haut risque, hein, parmi ce que j'ai vu sur l'Europe, hein, par exemple. Et ces machines qui parlent comme nous, qui ont plus ou moins qui vont nous ressembler de plus en plus et qui sont capables d'agréger énormément de données en prenant tout sur Wikipédia, on commence à les connaître et on ne sait pas les évaluer. Même les GAFA, même ceux qui les font, là, Google, Meta, etc., ne savent pas exactement les évaluer. Donc c'est vraiment apprenti sorcier. C'est-à-dire que pour moi, un scientifique, on modélise, on évalue. Okay, et en ce moment, on joue très très dangereusement à un modèle de plus en plus gros. Il y a une espèce de course entre la Chine, les États-Unis, la Russie jouait aussi avant d'être en guerre, hein, sur ces sujets. C'est l'idée de construire le modèle le plus gros avec des transformers, qui sont des réseaux deep learning, qui vont agréger en fait des co-occurrences de mots. Alors c'est vraiment très simple, le mécanisme est statistique. On cherche en fait à comprendre l'enchaînement des mots, on met des milliards de conversations, mais ça va plus loin. Lambda par exemple, qui est un système qui a appris à partir de conversations humaines, il a une deuxième couche qui est, si je dis quelque chose qui ne serait pas souhaitable, je l'élimine. Donc il a une supervision interne, de ce qui fait que peut y avoir les gens peuvent dire « Ah, mais c'est quoi cette machine qui a une espèce de conscience ?» Mais non, ce n'est pas de la conscience. C'est un mécanisme qu'on a rajouté pour éliminer des mots orduriers ou qu'il ait un langage insupportable. Autre chose, ils ont rajouté une autre faculté qui est assez intéressante, qui est celle de vérifier les entités nommées. Ce qu'on appelle les entités nommées, c'est le prix, le départ, enfin tous les villes, toutes ces entités qu'on peut aller vérifier sur Wikipédia. Et bien, la machine qui dialogue avec vous peut vérifier que les dires qu'elle propose sont vérifiables sur Internet. Donc avec ces deux fonctions en plus de la statistique pure, on crée une machine qui va vraiment sembler avoir une conversation avec vous. Et là, on n'est pas prêt, nous, je pense, dans la société, à avoir ces machines-là un peu partout, parce qu'on peut les confondre, parce qu'on peut croire ce qu'elles disent, parce qu'elles peuvent nous manipuler. Et c'est là qu'il est urgent de faire des normes sur l'Europe. Et j'étais ravie que l'Europe prenne ça vraiment au sérieux, qu'on ait des gens comme Thierry Breton qui portent le sujet haut et fort. Et je pense que les politiques ont à s'en mêler, parce qu'il est urgent aussi qu'on trouve les moyens de le faire. On est tous débordés de travail. Il faut absolument des consortiums de gens. Moi, je fais partie, par exemple, d'un comité national pilote d'éthique du numérique. On est 22, on est là bénévolement, on travaille sur ces grands sujets. Je participe aussi au GPAI, au partenariat mondial sur l'IA, avec 25 démocraties sur des grands sujets. Et tous ces sujets-là, ils sont extrêmement importants. Personne n'en parle. Les journalistes n'en parlent pas. Et il est important que tout le monde en sache. C'est surtout qu'on nous empêche de prendre la parole. Merci. Surtout quand on nous empêche de prendre la parole. Juste quand vous faites partie de 150 comités, je voulais vous remercier d'être là aujourd'hui, parce que c'est un honneur. Non mais je fais exprès, Laurence. Non, je dis juste que c'est important qu'ils existent et qu'ils soient connus. Merci. Non mais et c'est important, évidemment, même si je le traite avec impertinence, tous ces sujets sont bons. Luc, je vous ai vu réagir, et puis peut-être les autres, on passera ensuite à une autre question. Non, j'ai réagi juste en approuvant la première partie. Après, c'était trop long, donc j'ai pas compris tout. Mais la première partie, c'était sur ce que tu as dit, c'est les machines semblent comprendre. Et c'est ça qui est super important, en fait. Ouais. Et donc, c'est vrai, ces systèmes-là, en fait, ils ne sont pas intelligents du tout, d'accord ? C'est effectivement des assemblages de choses, c'est des copies de ce qui s'est passé un jour quelque part dans le monde, et on le recrache comme ça. Et ça semble avoir potentiellement une émotion, avoir potentiellement une réponse à des questions. Et donc, il faut juste comprendre qu'ils sont stupides, ces systèmes. Attends, en plus, ils parlent mieux que nous, hein, souvent. Oui, c'est ça, et surtout que moi. Et donc, du coup, ces systèmes sont foncièrement stupides. Il faut juste qu'on comprenne, qu'on ne mette pas tous nos billets dedans, hein, comme le Bitcoin si vous avez fait. Et puis, donc, c'est ça ces systèmes. Oui, ça, vraiment, j'y suis. Hein. Et donc, voilà, éduquons-nous, sachons ce que c'est. Et après, encore une fois, comme je disais tout à fait au début, on respire, on se calme. Et tous les deux, vous nous éclairez là-dessus, sur l'interprétation qu'on peut en avoir. On passe à une autre question et ensuite vous pourrez continuer. Je vous en prie, prenez le micro, en fait, bagarrez-vous pour prendre le micro. Mademoiselle, on va leur laisser le micro si vous voulez bien au premier rang.
Merci beaucoup. Jeune homme, je vous invite à vous présenter si vous le souhaitez. Je m'appelle Salomon, je suis étudiant en aménagement urbain à l'école des Ponts et je m'interrogeais donc à vous entendre sur la capacité à véritablement comprendre ce que c'est qu'intelligence artificielle. On a du mal, les contours sont un petit peu flous, mais qui a mis le sujet sur la table à l'agenda? Est-ce que ce sont des politiques? Est-ce que ce sont des entreprises? Est-ce que les sujets du réchauffement climatique, j'ai entendu, nous pressent de nous interroger là-dessus? Enfin, j'imagine bien qu'à un moment donné, un porteur de projet, ou est-ce que c'est vraiment un sujet qui a émergé de lui-même? Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a une acculturation qui est en train de se faire de la part notamment des entreprises, mais même au-delà, et des citoyens, je ne sais pas. Qui a foutu le bordel en premier? Il faut juste nous raconter. Je vais juste vous dire vite fait, parce qu'il y a une dizaine d'années, on a commencé à raconter beaucoup de conneries. En l'occurrence, ici en France, un gars qui s'appelle Laurent Alexandre, qui a raconté n'importe quoi sur l'intelligence artificielle il y a une dizaine d'années. D'accord ? Laurent n'est pas là, mais il se défendrait très bien. Il n'est pas là, mais c'est un urologue. Quand il parle de pipi, c'est OK, mais quand il parle d'intelligence artificielle, je ne suis pas très d'accord. D'accord ? Donc, le gars, il nous a raconté n'importe quoi. Tout ce que tu dis sera retenu contre toi. Il le sait. Vas-y. Et donc, c'est lui, et lui et Musk aussi, par exemple aux États-Unis, et d'autres comme ça, qui ont raconté absolument n'importe quoi sur ces technologies. Et donc ça faisait peur, c'était ça le but. Le but, c'est de parler de soi, et donc essentiellement de faire peur, parce que quand on fait peur, on fait du buzz. D'accord ? Vous connaissez bien les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça marche. Et donc du coup, c'est arrivé comme ça, et après il a fallu réexpliquer. Expliquer ce que c'était vraiment. Et ça prend super du temps. C'est ce que fait Laurent, c'est ce que font d'autres gens. D'accord ? On explique petit à petit. Quand je dis calmons-nous, c'est ce que je dis aussi. Je dis expliquons ce que c'est vraiment. C'est pas Hollywood. Gilles, c'est le travail notamment au sein du Conseil national du numérique. On va tous tes engagements aussi expliquer encore et toujours. Oui. Je crois qu'on l'a dit. Le sujet, c'est d'avoir des sociétés qui sont éclairées, qui comprennent ces enjeux technologiques et qui font qu'on dépasse la discussion de comptoir. Parce que lorsque on a une méconnaissance de ces sujets, on va s'affronter et on va avoir, in fine, d'assez mauvaises conséquences. Un sujet qui m'a passionné, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a des sociétés qui sont inclusives et qui s'emparent du progrès. Et c'est très difficile de répondre de façon certaine à ça, mais des travaux que j'ai menés, je crois qu'il y a tout de même quelque chose qui est assez prédominant, c'est le fait d'avoir des sociétés où vous avez une bonne communication entre 4 parties prenantes, qui sont la société civile, les innovateurs, donc le monde des startups, le monde de la recherche, ici, de l'université, et puis le régulateur. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire, mais dans les périodes d'accélération, si c'est bien fait, ça se passe de façon remarquable. Les pays scandinaves sont assez bons dans ce domaine, mais vous avez d'autres exemples. Je pense qu'Israël est plutôt un exemple assez impressionnant, la Corée aussi. Et ce sont à chaque fois des pays qui sont extrêmement en avance à l'égard de ces sujets. Je crois que, pour répondre à votre question, qui initie? Est-ce qu'il y a tout d'un coup Thierry Breton se lève un matin en se disant on va se lancer dans l'IA? Moi j'ai passé 9 ans maintenant à la Commission européenne et c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous avez des courants d'influence, des gens qui se rencontrent, etc. Mais je pense néanmoins qu'il y a récemment, en tout cas, il y a une plus grande écoute du monde des startups. Alors, ça a des biais aussi. Les startups, ce ne sont pas des outils neutres, justes et parfaits. Mais on s'est dit, finalement, on écoute les corporates, les grosses entreprises depuis très longtemps. On apprend plein de trucs, mais on se fait aussi énormément influencer, pas toujours dans le bon sens. On va écouter plus les startups parce que c'est quand même elles qui font le monde de demain. Et je pense en particulier que certains petits écueils qu'a rencontré la Commission, je pense au RGPD, qui est un texte évidemment fondateur et important, mais qui a d'importantes faiblesses. Les conséquences de ça, il y a eu un audit qui a été mené il y a quelques années qui a montré qu'on aurait pu avoir un RGPD qui fonctionnait mieux. Donc le RGPD, c'est le grand texte sur les données privées à l'échelle de l'Union européenne. Eh bien, on poussait un certain nombre d'acteurs au sein de l'administration européenne à plus se tourner vers le monde des startups. Donc ça n'est pas une analyse définitive, mais je pense que ça joue. Et j'ajouterais pour finir que
Aux États-Unis, il y a un mécanisme un peu différent où il y a plus de chercheurs qui sont à proximité du monde de Washington. Puis il y a un relais qui est extrêmement puissant, et je pense que tout le monde a à l'esprit, c'est le monde militaire qui fait le lien entre la recherche, l'innovation de rupture et son application. J'aurais aimé que ce soit autre chose, mais force est de reconnaître que ça fonctionne. Autre question dans la salle, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Kailou Djabi, je suis étudiant en Master 2 en école d'informatique à l'ETNA. J'avais une question pour Florence de Villiers, enfin c'est deux questions plutôt. De Villiers, excusez-moi. Ouais. En fait, vous parlez de biais et de manipulation. Comment le grand public peut lui se prévenir de ces manipulations-là? Quel système d'éducation mettre en place pour éviter les biais, etc., de se faire manipuler à grande ou petite échelle? Et ma deuxième question, ce serait en fait avoir des exemples sur à quel point l'IA est avancée aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, à part les messageries, enfin Siri ou Google, on n'a pas vraiment idée de l'impact que ça peut avoir dans nos vies de tous les jours. Voilà. Merci. Question essentielle justement que pose ce jeune homme. Merci beaucoup sur notre éducation, notre acculturation au sujet de nos méconnaissances. Donc, quand je parle de nudge, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous cherchez une chambre d'hôtel, vous réservez votre chambre, puis il y a une petite ligne rouge qui passe en dessous en disant 25 autres personnes sont en train de regarder la même chambre. Clac, je la prends. Ça, c'est de l'incitation à faire quelque chose. Et dont on ne sait pas si c'est vrai finalement. On ne sait absolument pas si c'est vrai, et puis ça arrive un peu partout, si vous faites un peu attention. Donc il est important qu'à l'école, on puisse démanteler ces mécanismes, qui sont soit des choses qui vont dans le sens de vos biais cognitifs, ou qui vont être des frictions pour vous empêcher de manger, ou pour des choses très bien. Donc ce n'est pas forcément soit bien, soit mal, ce sont des mécanismes. Et je pense que c'est important de les apprendre à l'école. Alors nous, on fait ça dans des cercles où on réfléchit aux problèmes éthiques, on a fait des rapports et on veut maintenant les transformer pour qu'à l'école, on puisse faire, comme à la main à la pâte, des espèces de capsules sur l'éthique de l'IA qui soient disponibles pour les professeurs, pour que les enfants puissent profiter de ça, en discuter, élaborer autour. Et c'est la façon d'appréhender ces choses. C'est pas seulement coder. Hein. On vous dit demain, vous allez tous coder à l'école en 5e. C'est pas le sujet. Il ne faut pas apprendre du Python parce que dans 20 ans ou dans 10 ans ou dans 5 ans, ce sera plus du Python, ce sera autre chose. Il faut apprendre les concepts fondateurs pour apprendre à une machine un certain mécanisme, enfin un comportement. Ensuite, ce que vous avez dit, qu'est-ce qui est le plus avancé? Eh bien, le plus avancé, ce sont des systèmes que j'ai vus au Japon, que j'ai vus en Corée, que j'ai vus dans beaucoup d'endroits, qui, par exemple, dans le métavers, dans un environnement virtuel, vous amènent à rencontrer un être que vous avez perdu, qui était décédé, qui est reconstitué en 3D et qui va vous parler avec la voix de la personne décédée. Est-ce qu'on est prêt dans la société à vivre cela, à aller dans une immersion pour rencontrer sa fille décédée? Regardez sur YouTube, il y a des exemples en Corée où c'est poignant, c'est horrible. Et pourtant, on m'invite maintenant dans des conférences sur l'immortalité numérique. Donc, ce sujet est un sujet de société. On parle des agents conversationnels qui reprennent à partir de données qui peuvent parler comme quelqu'un qui est décédé, mais c'est de l'usurpation. Parce que grâce à ce mécanisme de l'ego, il peut dire des choses que la personne n'aurait jamais dit. Bien sûr. Je vois Masti, Sylvain et Luc certainement qui réagissent. Il y a un sujet qui est justement l'information. Vous en parliez tout à l'heure. En fait, on pousse de plus en plus, et la règle de droit vient essayer de le renforcer aussi en disant qu'il y a des obligations de transparence. La difficulté de l'obligation de transparence, c'est que finalement, on peut vous donner tout un tas d'informations, mais lequel d'entre nous a-t-il vraiment lu, par exemple, les conditions générales de quelque chose avant d'accepter? Personnellement, j'en ai jamais lu, mais je pense que nous sommes à peu près tous pareils. Donc, la surcharge d'informations, elle fait du bien, mais elle n'est que théorique. Donc en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il faut aller essayer de trouver une manière de créer un cadre de protection qui n'est pas que simplement dans la transparence. On avait travaillé ensemble avec Sylvain il y a quelques années sur des sujets qui prônaient le développement de chartes éthiques, par exemple. Et des chartes éthiques qui deviennent en fait pas simplement de la charte parce que c'est sympa et c'est joli, mais c'est des chartes qui s'appliquent à l'entreprise, qui va s'appliquer à l'équipe de Sylvain qui va développer par exemple de l'IA. Donc en fait, on va créer tout un tas de mécanismes qui ont quand même vocation à venir justement protéger et essayer d'évacuer ces fameux biais, parce qu'évidemment dans les textes on dit pas de discrimination, pas de biais, etc. Mais la réalité c'est comment est-ce qu'on va les mettre en place en vrai. Sylvain ? Peut-être sur la manipulation, il faut avoir conscience de tout ce qu'on laisse sur nous, sur nos opinions, sur les réseaux sociaux. Il
Il y a eu 2 cas qui étaient intéressants, enfin qui ont fait du bruit avec Cambridge Analytica qui aidait à cibler les messages politiques, parce qu'en vous étudiant bien, on sait à peu près ce qu'il va falloir dire pour vous convaincre. Et au-delà de la politique, il y a tout un tas de rapaces qui ont des moteurs, qui scrollent pour essayer de voir des gens vulnérables qui achèteront n'importe quoi, qui se surendetteront, qui sont en état d'addiction et qui vont pousser très loin. Donc oui, la manipulation, elle est extrêmement forte. Après, sur la prouesse technique, alors il y a tout ce qui est anthropomorphisme dont Laurence parle qui est très impressionnant. Juste sur la prouesse technique, aujourd'hui, si jamais je parle et qu'on pose un paquet de chips sur la table, on met une caméra devant le paquet de chips qui verra les mouvements du paquet de chips liés au fait que je parle, des caméras ultra sensibles très très grossissantes. Une IA est capable de retranscrire ce que je dis à partir de ça dans la pièce d'à côté. Donc on est quand même capable de faire des choses qui sont complètement spectaculaires sur le plan technique. Et peut-être sur la réglementation, moi je suis tout à fait d'accord qu'il faut de la réglementation, mais au-delà du texte réglementaire, ça a beaucoup accéléré le bubble up. Oui. Et notamment, moi je crois quand même pas mal au label et à la certification que font certaines entreprises sur ces sujets-là, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a 5 ans, c'était le toujours plus dans l'IA. Aujourd'hui, on commence à voir sur certains sujets des choses qui se débranchent, qui s'arrêtent. Les entreprises faisaient certains types d'algo qu'elles arrêtent de faire au niveau des cas d'usage. Et alors, c'est jamais... Oui, et reconnaissance faciale, par exemple. Et ça, je vois quand même une amélioration. Et on n'est plus dans le toujours plus loin. Il y a un petit peu de prise de conscience. Et c'est important parce que si on va trop loin, à un moment, au-delà de la réglementation, il y aura un rejet du grand public qui aura encore plus de réglementation. Et tous les sujets positifs comme l'agriculture ou d'autres, tout ça, ça risque de tomber. On va demander à Luc, justement, est-ce que ces sujets sont venus quand vous avez créé Siri, justement? Alors d'abord, je vais commenter sur le paquet de chips. Oui. Non seulement ça ne va pas marcher, parce que Siri, ça ne marche pas déjà avec un micro. Donc... un paquet de chips, ça va être mais compliqué. sauf qu'il ne parlait pas de Siri, il parlait oui, mais moi je vous parle de systèmes. Siri. Oui. Je dis que ça ne marche pas avec un bon micro, donc avec un paquet de chips. Bon. Oui, les problèmes de données. Oui, effectivement, ça a toujours été un problème. Alors je vais répondre directement à ta question sur les données et sur les biais. C'est pour tout le monde. En fait, j'ai une mauvaise nouvelle. Les données, par définition, sont biaisées. Donc, dès le départ, on est dans la merde. Parce que de toute façon, tout ce qu'on va faire, on va faire des systèmes aujourd'hui qui sont des systèmes statistiques, hein, c'est ce qu'on fait, oui. Et ces systèmes statistiques vont utiliser des données biaisées. Et donc il y a un risque, pour tous les systèmes qu'on fait, il y a un risque que le système ne marche pas en fait. D'accord ? Il y a plein d'exemples. Hein. Vous avez peut-être entendu parler en 2016 de ce robot de chatbot sur Twitter de Tai, de Microsoft, qui est devenu raciste au bout de 16 heures. Ils ont été obligés de le débrancher, le truc. Au bout de 16 heures, ils avaient mis des mois à le développer. C'est pas les données, hein, ça c'est le mécanisme. Non, c'était en fait les données. Parce qu'il y avait plusieurs bugs. Hein. Il y en a plusieurs, parce que tant qu'on y est, on peut en faire plein. Mais là, en l'occurrence, les données qui étaient avalées par le système étaient des données qui viennent d'une base de données qui s'appelle Switchboard, qui est une base de données de conversation. Et Switchboard, c'est une énorme base de données avec plein de données. Ils ont pris qu'un sous-ensemble. Et donc, ça veut dire que quelqu'un a fait un choix de données. À partir du moment où on fait un choix de données, on rentre aussi son biais. D'accord ? Donc, il y a un problème éthique, là, potentiellement. Mais bon, bref, ils ont pris un sous-ensemble de Switchboard, qui est cette base de données de conversation, sont des millions de conversations qui sont aux États-Unis, et ils ont pris a priori quelque chose qui se passait dans les années 50 en Alabama. Donc, intrinsèquement, le truc, il était un peu raciste. Donc, évidemment, il n'a pas fallu quelque chose pour que ça sorte. Si. Merci pour l'exemple. Je vais laisser... Merci, bonjour. Je vous invite à poser notre question. Je m'appelle Marie Gaziac, j'entre en 2e année de licence de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et ma question, c'est est-ce qu'un jour la distinction entre intelligence artificielle et intelligence humaine sera encore légitime, sachant que jusqu'ici, ce qui différenciait l'intelligence artificielle de l'intelligence humaine, c'était le fait qu'on considérait l'IA plus comme un outil. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a quelques jours, il y a une intelligence artificielle qui est devenue hyper populaire, où en gros, on tape une phrase ou une expression, et l'intelligence artificielle va matérialiser la phrase. Dali. Et voilà, Dali, exactement. Ça, en fait, c'est tout à fait le processus d'imagination humain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà pour l'intelligence humaine? Est-ce que l'imagination est au final juste un outil qui est reproduisible, ou reproductible plutôt, par une machine?
Ou alors est-ce que juste la frontière entre intelligence artificielle et intelligence humaine est encore légitime? Gilles, est-ce qu'on sait répondre à une question comme celle-là, justement? Merci, hein, on est dans le prédictif, la prospective. Est-ce qu'on sait répondre à cela? Est-ce qu'on maîtrise? Oui, alors il me semble que déjà il y a un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui évidentes pour tout le monde, c'est que les calculatrices calculent plus vite que nous. Oui. Voilà, et sur bien des plans, les intelligences artificielles vont être incomparablement plus efficaces que nous. Pour conduire une voiture, elles seront plus efficaces que nous, et sans doute pour faire plein d'opérations extrêmement sophistiquées, elles seront. Est-ce qu'on doit assimiler ça directement à une forme de dégradation de la nature humaine? C'est une vraie question. Si vous êtes dans une logique, je dirais, productiviste, oui. Et on rejoint le discours qu'on entend très souvent, d'ailleurs, qui est un discours très occidental, en tout cas de pensée occidentale, qui est un discours néo-eugéniste, en fait, qu'on pourrait appeler de cyber-eugéniste, en réalité. Consiste à dire, si finalement la finalité de l'humanité, c'est une forme de productivisme, eh bien, on sera probablement remplacé par les machines. Bon, moi, je suis pas sur cette... Après, c'est un domaine de conviction et de croyance, mais je ne suis pas tellement dans ce domaine. Je pense que ce qui nous caractérise, ce qui nous différencie, c'est finalement notre capacité à éprouver de la joie, à donner, à faire des choses qui sont gratuites. Et je pense que cette logique qui consiste à voir une certaine forme de justesse dans des choses qui sont assez anthropomorphes en réalité, a du sens à cet égard. Donc voilà, moi je me suis souvent confronté, vous avez parlé tout à l'heure de Laurent Alexandre, qui est un garçon que j'apprécie pour son intelligence, mais qui est particulièrement mécaniste. On a eu des débats parfois un peu acides. Il les provoque d'ailleurs à chaque fois, même ici, dans la précédente cité. C'est agréable par ailleurs de discuter avec lui, mais c'est clair qu'on n'est pas d'accord. Laurence, quelques mots et ensuite une autre question. Il y a un paradoxe, en fait, ça sera plus facile de remplacer un journaliste que un plombier, par exemple. Tu vois, je m'y prépare, hein. Et comme je suis un très mauvais plombier, je vais suivre des cours. Parce que quand tout est numérisé, on peut faire des raisonnements dessus, et le plombier, par contre, il doit inventer des choses, trouver ce qui est invisible, et là, la machine, elle est un peu en désarroi. Et il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Quand on utilise DALL-E, qui est assez génial comme outil, puisqu'on prononce une phrase, et puis on voit un environnement vidéo qui nous est proposé, correspondant à l'ambiance qu'on a décrite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de l'agrégation d'images, et c'est nous qui allons décider si c'est intéressant ou pas. La créativité des machines, c'est des possibles multipliés par l'infini, et derrière, la créativité de l'humain, c'est de penser, de conceptualiser ce qu'il voit, et de dire ça, c'est nouveau. D'accord ? Donc la machine ne crée pas ça, elle ne sait pas se rendre compte de ça. Donc c'est très important de comprendre la différence entre la créativité des machines, qui indéniablement peuvent être des outils extrêmement utiles pour l'art ou pour d'autres choses, et en même temps... Le micro, terminez la phrase. Non, moi j'enchaîne toujours après, mais je vous laisse terminer la phrase et je me prépare à la suivante. Bon. Vous ne savez plus. Non, je dis juste que la machine ne saura pas découvrir des choses nouvelles et concevoir des choses nouvelles et des IA nouvelles. Elle ne fait que répéter ce qu'elle a ou de combiner ce qu'elle a en mémoire. Merci beaucoup. On retiendra juste que ça fait 30 ans que je me crève tous les jours à vouloir remplacer Michel Drucker dans 40 ans, et qu'en fait, vous m'avez dit que c'était plus la bonne voie, qu'il valait mieux que je fasse des études de plomberie. Et voilà, je vais un peu changer de métier dès lundi. Autre question. Bonjour monsieur. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Soufiane Ouala, je suis étudiant à Supinfo. Donc moi j'ai une question pour monsieur Julia. Donc en 1997, vous avez déposé un brevet pour Siri. Mais à cette époque-là, l'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale, elle n'était pas aussi développée que de nos jours. Et du coup, je voulais savoir si à ce moment-là, vous avez une idée de ce qu'allait devenir Siri aujourd'hui. Merci. C'est une très bonne question. Effectivement, les technologies étaient beaucoup moins avancées qu'aujourd'hui, mais c'était globalement les mêmes idées. Parce que comme je disais tout à l'heure, en 1956, on faisait déjà de l'IA statistique, donc les réseaux de neurones datent de cette époque-là. Donc les technologies étaient à peu près les mêmes. Mais effectivement, ça ne marchait pas aussi bien parce que les puissances de calcul n'étaient pas les mêmes, etc., etc. Donc il y avait plein de raisons pour lesquelles ça ne marchait pas. Et c'est justement ce qui a fait le succès de Siri. Parce qu'on ne prétendait pas que Siri allait être omnipotente et allait être une intelligence artificielle qui pouvait tout comprendre. On a en fait décidé que Siri était une stupidité artificielle. Et donc on a dit, comme ça ne marche pas bien, on va lui faire des petites blagues. Et c'est ces petites blagues en fait qui ont fait le succès de Siri. Ah oui. Ce n'est pas le fait qu'elle soit bonne,
c'est le fait qu'elle était mauvaise qui a fait son succès. Mais ça a fait le buzz, en effet, on se souvient de ça. Ça a fait le buzz, 300 millions d'utilisateurs. Exactement. Quelle est la différence entre des spaghettis et un robot? Il n'y en a pas, ils sont tous les deux automates. Voilà ce que disent les machines. Je rappelle Là, je pense qu'on est arrivé à des niveaux... Oui, voilà. Je rappelle Niveau des machines, excusez-moi. Black Carambar. Je rappelle que Laurence anime vos mariages, bar mitzvah et baptême pour 100 francs et un repas chaud. Si vous voulez, bien sûr, n'hésitez pas. Je prends une autre question. Autre question des étudiants qui ont préparé le panel. Allez-y, bagarrez-vous, disputez-vous, prenez le micro. Jeune homme, bonjour. Bonjour, je suis Mathéo, je viens d'une école d'ingénieur en biotechnologie, Subbiotech, et je voudrais poser une question sur est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'appréhender quelle sera la finalité du développement des intelligences artificielles? Est-ce qu'il y aura un point culminant, et si oui, est-ce qu'on peut l'entrevoir, notamment avec l'accélération qui est devenue quasiment incontrôlable du développement technologique? Jolie question également. Jusqu'où? Qui peut répondre à ça? Gilles et Sylvain aussi, je vous vois réfléchir, enfin tout le monde à haute voix. Non, mais rapidement, je pense que si on n'avait aucune capacité de prévoir ce qui s'est passé dans le domaine des sciences numériques, on a prédit la fin de la loi de Moore à peu près tous les ans depuis 50 ans. Et donc, le propre inventeur de la loi de Moore a dit « ma loi va durer 6 ou 7 ans ». Et voilà, elle a 52 ans aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle, c'est intéressant parce que il y a toujours une discipline nouvelle qui arrive. En ce moment, on parle beaucoup de réenforcement, par exemple. Et ça, ce sont DALL-E, c'est tout à fait nouveau. Ça vient d'arriver là-dessus. Et je ne peux pas vous dire où ça va s'arrêter. Par contre, je pense qu'on parle beaucoup de machines extrêmement puissantes. Je parlais il y a quelques jours avec un analyste qui me disait ce que les gens ne comprennent pas, c'est que 50% du marché des composants de l'intelligence artificielle, ce sont des puces qui valent moins de $1. Dans la vocation, ça va être que vous parliez à votre machine à café en lui disant « fais-moi un cappuccino ». Voilà, donc on voit toujours cette notion de superconscience. On parlait de ce film d'anticipation, j'ai oublié, avec Schwarzenegger. Terminator. Voilà, Terminator, tout à l'heure. Mais le gros de ce qui va nous concerner, ce sera plutôt de parler à sa machine à café, me semble-t-il. Luc, est-ce qu'on se pose la question du fameux point culminant? Ou Sylvain, pardon, je vous ai vu réagir. Non, mais moi, c'était juste... C'est un peu une croyance, c'est ce que disait Gilles. Je ne pense pas qu'on va avoir une IA générale qui va être plus forte que nous, qui va nous remplacer, qui va prendre la main, ce sera Matrix, etc. Je ne crois pas. Je pense qu'on aura des outils de plus en plus puissants, pas toujours faciles à utiliser, il faut beaucoup de garde-fous. Et tout à l'heure, on disait le monde est biaisé, les données sont biaisées, c'est complètement vrai. La société est biaisée, on le regrette, mais c'est comme ça. Et je pense qu'une fois qu'on le sait, il faut, bien sûr qu'on peut faire des travaux théoriques pour débiaiser des données, etc. Je pense qu'il faut surtout, dans tous les cas, identifier quels sont les cas vulnérables, quelles sont les personnes vulnérables, quels sont les effets qu'on ne veut pas voir, que ce soit la discrimination ou d'autres choses. Mais on peut aussi gérer ces choses en sortie, en se disant, nous, on sait que telle population, on ne veut pas du tout avoir, je ne sais pas moi, de répartition étrange là-dessus. On veut exclure des gens sur lesquels on va vendre certains types de profils. Et donc, on est capable aussi en sortie de gérer l'IA. Et le plus important, c'est de voir quand est-ce qu'on laisse la main à une IA. Donc, quand on fait du renforcement, on laisse beaucoup la main à une IA qui apprend toute seule en faisant des essais, puis en voyant ce qui se passe. Puis à la fin, on voit que telle promo marche bien sur tel type de personne et telle promo marche bien sur tel type de personne. C'est très bien. Faire du renforcement sur du recrutement à l'université, ce serait suicidaire de laisser une IA faire ça. Et donc, je pense que vraiment, la question qu'il faut se poser, c'est dans quel cas il y a besoin d'une supervision humaine et qu'est-ce qu'on vérifie et quels sont les cas limites dont on veut éviter qu'ils arrivent. Luc, un regard là-dessus et ensuite Laurence. Laurence, quelques mots. Juste, il y a un biais énorme qui est le fait qu'il y a 80% des codeurs qui sont des hommes, et 80% des objets qu'on crée qui ont des noms féminins, des corps féminins, des voix féminines. Et donc là, je pense qu'il y a quand même urgence à comprendre qu'on est en train de renforcer des stéréotypes féminins et qu'il est urgent que les mamans envoient leurs filles faire des sciences. C'est très intéressant. C'est pas seulement des geeks dans des greniers. C'est un sujet qui est socio-technique, comme je l'ai dit. Donc il y a du soin dedans. Il y a besoin de philosopher. On a besoin de sociologues, d'anthropologues sur ces machines. Et c'est très important. Et comme vous l'avez dit, même sur l'agriculture, de faire du low-tech, high-tech. On va vraiment aller, si on est
intelligent dans la société vers quelque chose de formidable. Si Oui. on ne l'est pas, clivage, il y aura un certain nombre de gens qui seront en esclavage dans un métavers, je ne sais pas où, avec des fonctions, ils vont jouer, voilà. C'est un peu les jeux du cirque, hein, si vous voulez. Et puis de l'autre côté, des gens qui vont diriger et qui vont gagner beaucoup d'argent. Luc. Ouais. Donc je suis d'accord, c'est pas que les mamans qui vont envoyer leurs filles, c'est les papas aussi. Hein. Ils peuvent envoyer leurs filles. Exactement. C'est bien, c'est bien. Donc, oui, pour Il y a revenir aucun vite papa fait- qui applaudit dans la salle, je trouvais ça un peu moyen, messieurs. Enfin, je voulais Ouais, juste vous le dire. ouais, Vous pouvez applaudir, bien sûr, parce que je trouvais ça moyen. Et pour rapidement revenir sur en fait, un peu tout ce qu'on a dit juste avant. Hein. Donc, ces technologies, déjà, le point culminant, moi, j'en sais rien. D'accord, hein. C'est une accélération, de toute façon, ça va vite, on ne sait pas où ça va. Moore, on ne sait pas si ça va s'arrêter ou pas. Donc, j'en sais rien. Par contre, je veux revenir sur une avant-dernière question qui était sur la technologie et est-ce qu'on perd nos capacités à cause des technologies. Je vous recommande un film complètement con qui s'appelle Idiocratie. Alors c'est un film idiot. Qui porte bien son nom. Il porte bien son nom, mais c'est un film il dure qu'1 h 05, c'est la bonne nouvelle. Mais ce qu'il y a, c'est que vous le regardez au 2e degré et vous vous rendez compte l'effet qu'a le manque d'éducation. Parce que c'est une société d'idiots. Hein. Ils sont devenus idiots parce qu'on ne les a pas éduqués. Et donc, ils se retrouvent sous le joug d'une intelligence artificielle. Enfin, ça a l'air d'être sous le joug d'une intelligence artificielle. Mais en fait, c'est des humains qui, évidemment, contrôlent cette intelligence artificielle, qui contrôlent les humains. Okay. Donc, à la fin, on revient sur le manche, c'est nous qui décidons. Donc, on va perdre des capacités. On va en perdre. Aujourd'hui, moi, je ne me rappelle pas des numéros de téléphone de personne parce que c'est mon téléphone qui le fait, d'accord. Donc, on perd certaines capacités. Est-ce que c'est intelligent de connaître des numéros de téléphone? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette capacité-là, je l'ai perdue, on l'a perdue collectivement. D'accord. Donc, on perd des capacités, mais on en gagne d'autres. Ces IA nous aident aussi à être plus performants dans certains domaines. Et ne nous dédouanons pas, en tout cas, de nos responsabilités sur le sujet. Qui prend le micro, qui n'a pas encore posé les questions parmi les étudiants? 3, 2, 1, je ne veux frustrer personne. Monsieur, allez-y, je vous en prie, et ensuite je laisse la parole au public. Bonjour. Bonjour. J'ai une question sur... Ça nous arrange, c'est pour ça que je vous donne le micro. On voit beaucoup l'apparition du mot souveraineté en ce moment, notamment dans la novlangue gouvernementale, et plus spécifiquement dans l'IA française. Est-ce que, selon vous, l'IA française, elle est menacée par des logiques de prédation partout dans le monde? Je pense que c'est un vrai sujet pour le baccalauréat l'année prochaine. Non, c'est un sujet pour tout de suite, en fait. Et bon, je suis sûr qu'on a tous quelque chose à dire là-dessus. Moi, je ne suis pas en France, donc j'ai un peu de mal à dire que je ne vais pas vous faire une leçon en disant on devrait avoir une IA française, un cloud français, souverain, blablabla. Mais je le pense quand même, d'accord? Je pense que c'est ce qu'on devrait avoir. Ce que je sais, et ce qu'on ne se dit pas assez, c'est que nous, Français, on est les meilleurs. Point. D'accord? On est les meilleurs en mathématiques. Ok? On est les meilleurs. Jusqu'à maintenant. Hein. Oui, jusqu'à maintenant, il y a peut-être un petit problème. Mais bon, en tout cas, on est les meilleurs. Mais quand même, dans les 30 dernières années, j'ai toujours entendu dire oui, notre système éducatif, blablabla. On a des problèmes de laisser des gens sur les côtés. Mais nos élites, vous, enfin les gens qui arrivent à l'université, on est les meilleurs. On a autant de Medal Fields que les Américains, il faut être clair. Et les Américains, ce n'est pas des Américains qui ont les Medal Fields d'ailleurs. Mais on est les meilleurs, on le prouve, et l'IA, il se trouve que c'est des mathématiques. D'accord. Oui. Donc on est les meilleurs en mathématiques. Dans la Silicon Valley aujourd'hui, il y a 55 000 Français. Okay. Les 55 000 Français, ils sont en général dans les métiers de l'IA parce qu'on est les meilleurs. C'est pour ça qu'il faut de la politique pour qu'ils reviennent en France. Gilles Babinet. Oui, alors le sujet de la souveraineté, on l'a vu monter au cours de, je crois, ces 3 dernières années. Les événements qu'on a traversés n'ont fait que le renforcer. Et puis, plus récemment encore, on a des sujets de souveraineté énergétique et alimentaire qui font que ça devient un sujet tout à fait exacerbé. La réalité, c'est qu'on l'a perdu très progressivement, cette souveraineté numérique, au travers de 30 années, je pense à peu près. Et la question, c'est est-ce que c'est problématique? Il y a 2 champs sur lesquels je crois qu'on peut se poser la question. Il y a le champ de la capacité à prendre des décisions collectives, notamment politiques, nous-mêmes. Et si ces décisions sont sous influence, parce qu'on n'est pas capable d'avoir des communications qui sont privées, par exemple, c'est un problème. Et puis il y a l'autre aspect, c'est le fait d'avoir une érosion de notre système économique qui est mis sous dépendance d'acteurs économiques extérieurs et que cette dépendance est très difficile à rattraper parce qu'il y a notamment des effets de plateforme. Alors oui, on en est là, je pense qu'on en est là. Maintenant, je vais vous dire,
je vois beaucoup d'agitation et une approche extrêmement colbertiste qui consiste à dire on va s'occuper de la souveraineté, on va reprendre nos souverainetés. Mais si on croit un instant que, avec la volonté de quelques-uns pendant quelques mois ou même pendant un mandat, on arrive à refaire ce qui a été défait en 30 ans, je crois qu'on se méprend d'une façon qui me semble incroyable. Et puis cette recette qui est très française de vouloir mettre de l'argent public partout pour faire des grands plans IA, des grands plans je ne sais quoi, on devrait regarder un peu les échecs que ça a provoqués au cours des 50 années. Alors on me cite 107 Airbus. Airbus, c'est le cas unique de politique publique coordonnée qui a réussi. Je peux vous citer de très nombreux plans, notamment dans le domaine du numérique et de l'électronique, qui ont été des échecs patents à cet égard. Donc je finirai en disant que la seule chose qu'on peut faire avec constance, c'est recréer un système éducatif inclusif qui fonctionne, qui intègre les jeunes femmes en particulier, ce qu'on fait mal, qui ne soit pas quelque chose d'extrêmement polarisé autour de Paris, autour du centralisme, autour des très grandes écoles. Et si on me lance là-dessus, je pense que je vais devenir à peu près inératable. On sera plusieurs désormais sur ce plateau. Jolie menace. Mais je pense que, voilà, plutôt que de vouloir faire des choses qui sont des politiques assez peu conséquentes, il faut accepter de se remettre dans le temps long et de travailler quelque chose qui est une matière difficile, qui est celle de l'éducation et de l'inclusion. Basti. Et puis... Et puis en fait, on se tourne vers vous. C'est vous la relève. C'est vous la relève, c'est à vous de créer, c'est à vous de développer, c'est à vous de vous engager, c'est à vous de porter, c'est à vous d'avoir de l'ambition, c'est à vous d'avoir des rêves. Donc finalement, c'est vous qui allez transformer tout ça et créer cette indépendance, ce succès, cette autonomie et cette réussite. Donc en fait, la question, vous la retourne, c'est faites. Mais comme on leur laisse un peu un monde en bordel, on leur laisse aussi un poids énorme à transformer. Merci pour ce regard. Dernière question des étudiants avant de passer à la salle. 5, 4, 3, 2, 1, vous ne bagarrez pas. Hop, tu l'as déjà eu, tu la reprendras après, pardon. Comme ça. Donc je voulais voir s'il y avait des étudiants qui n'avaient pas encore pris la parole dans le panel. Je prends une parole de la salle et je te reprends après, d'accord? Qui on va, mademoiselle, s'il vous plaît, on va porter le micro à ces gens. Monsieur, vous avez la chance d'avoir un crâne brillant, monsieur, comme ça, je vous ai vu dans le noir. C'est merveilleux. Hein. Mais super. Ouais. Bonjour, monsieur. Si vous souhaitez vous présenter, en tout cas, vous pouvez poser votre question. Oui, Alain Guédon, je suis psychothérapeute dans le monde émotionnel. C'est là que je travaille véritablement sur les émotions des patients. Régalez-nous. Donc, ma première remarque, et je rejoins la merveilleuse question qui a été posée par une jeune fille sur la question de l'intelligence, la relation entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Oui. Je ne sais pas ce que c'est qu'une émotion. Je ne sais pas. Et ça n'a aucun intérêt. Et donc, du même coup, je rejoins exactement une question extrêmement intelligente et extrêmement courageuse de cette personne, c'est, on n'a pas besoin de connaître les émotions. Donc, du même coup, est-ce qu'il est véritablement certain, et je suis d'accord avec tout ce que dit Laurence, mais d'une manière absolue, est-ce qu'il est véritablement certain que les émotions, elles sont peut-être pas humaines, ou elles sont ce qu'on voulait, que les émotions, que les machines, et vous avez parlé de Lambda, qui est absolument remarquable, mais qui est en plus utilisé d'une manière, je voulais dire, marketing, d'une manière absolument étonnante. Mais donc, pour terminer, est-ce que véritablement on peut affirmer que, les machines n'auront pas d'émotions autonomes, c'est-à-dire effectivement de la conscience... Je vous invite à terminer votre question. Je termine. La conscience est réflexive. Est-ce qu'effectivement, il ne peut pas y avoir d'émotions qui sont des émotions et d'intelligence autonome aussi? Merci beaucoup, monsieur. Vous m'avez rassuré. Moi, le détraqué émotionnel, ça m'a fait une thérapie gratos. J'étais patron de l'innovation à l'Institut Pasteur. Donc, vous voyez, je fais tout. Merci beaucoup. Je peux répondre sur ce sujet. Les machines n'ont pas de corps, elles n'ont pas de viscères, elles n'ont pas de conatus, comme en parle très bien Spinoza, elles n'ont pas d'équilibre en soi, et ce ne sont absolument pas des entités capables d'avoir des émotions telles qu'on en parle pour les humains. Même si certains le disent, qui sont dans des grandes sociétés, comme les Meta, etc., il faut faire attention, il y a un point de vue marketing derrière. Ces machines n'ont pas de glandes surrénales, elles n'ont pas d'hormones, elles n'ont pas d'émotions, et elles n'ont pas d'intelligence
autonome quelque part. On peut parler d'autonomie pour un aspirateur, si vous voulez. Il va se recharger sur une prise. C'est ça l'autonomie des machines. C'est de pouvoir faire des choses qu'on a anticipées avant, prévues, pour lesquelles il y a des fonctions. On les optimise, mais par contre, elles vont faire des choses toutes seules. Mais par contre, notre projection à nous sur ces machines va très loin. On anthropomorphise, on va leur prêter des émotions alors qu'elles n'en ont pas. Oui. Sylvain, je vous acquiescer à la question? Non, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit et je pense qu'il y a des calculs qui ont été faits sur ce qu'on reçoit comme information de l'extérieur en tant que personne. Hein, et on sait le mesurer. Ce n'est pas des quantités qui sont énormes en fait au cours de la vie. Si on prend tout ça et qu'on le met dans une machine, imaginons, et qu'on fasse tourner des réseaux neuronaux, on n'aura pas les réactions d'une personne humaine face à tout ça, exactement pour les raisons que Laurence a données. Merci pour votre question, monsieur. Je vois des mains se lever. Mademoiselle, on va apporter le micro, s'il vous plaît, aux mains qui se lèvent. Gardez la main et dès que vous avez une crampe, on arrive. Allez-y, je vous en prie, on va vous donner le micro. Je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Merci, Marie. Bonjour, je m'appelle Iris, je suis lycéenne à Lille et je me demandais quelle part de temps doit-on consacrer à définir les limites éthiques d'une IA lorsqu'on la crée. Mahasti, combien de temps? C'est pas une question de temps. Je pense que c'est plus une question de structure, de comment vous... Bon, ça, tout dépend évidemment de la technique, mais finalement, c'est quelle va être la finalité de cette IA et comment vous allez déterminer le cadre dans lequel cette IA va pouvoir être utilisée, intégrant évidemment la typologie de données que vous allez y mettre et l'utilisateur et l'usage qui va en être fait. Donc pour moi, ce n'est pas nécessairement une question de temps, mais c'est plutôt une question de projection par rapport à ce que vous allez réaliser. Et puis de qui? Parce qu'en fait, la personne qui code un algorithme, elle n'est peut-être pas la mieux placée aussi pour se poser les questions qui peuvent arriver. Laurence, tout à l'heure, parlait des humanités, par exemple. Dans les entreprises, on commence à voir des métiers de gens qui ne sont pas du tout des data scientists ou des codeurs, mais qui viennent pour essayer de fixer des cadres éthiques, pour se demander ce qu'on veut faire, ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas. Et donc, il y a des questions de processus, de personnes, etc. Et la réponse n'est pas dans la main des seules personnes qui codent et qui entraînent des algos. Je pense qu'il y a besoin de compétences beaucoup plus larges, de processus. Les entreprises doivent s'assurer que c'est fait. Une question toute bête, quand est-ce qu'une entreprise considère qu'un algo est validé? Il y a 5 ans, c'est quand la personne qui fait tourner l'algo se disait « ça va, ça tourne ». Aujourd'hui, les entreprises commencent à définir de façon beaucoup plus claire ce qu'elles considèrent qu'est le niveau de validation dont elles ont besoin pour un algo selon le type de sujet. Et là, il y a un gros travail à faire qui va bien au-delà du temps qu'un data scientist peut passer sur quelque chose. Gilles Babinet. Je crois qu'un sujet, c'est aussi d'avoir une gouvernance des processus qui gouvernent en fait ces algorithmes, parce que en fait, il y a effectivement des entreprises qui sont à l'avant-garde de l'innovation et qui vont prendre des risques et qui sont dans un champ sur lequel il n'y a pas encore de réglementation. Ces entreprises n'ont pas de contre-pouvoir. On a vu, il y a eu plusieurs scandales, je pense à Timmy Gebrout qui venait de chez Google, qui a dénoncé le comportement d'un algorithme et qui a été remercié par l'entreprise. Et je pense que, tout à l'heure j'évoquais cette difficile collaboration entre la régulation et l'innovation. Je pense que quand vous êtes dans une phase d'accélération, vous avez une phase finalement de découverte, d'avant-garde, où vous avez besoin d'avoir des gens qui essaient de baliser, mais il faut accepter que c'est tout à fait imparfait. Après, vous avez, ce que disait Sylvain, des enjeux de certification. C'est-à-dire que vous pouvez dire, OK, on est un groupe d'entreprises, on fait la même chose à peu près, et on va se mettre d'accord sur des principes auxquels on ne dérogera pas. Et on peut avoir des auditeurs externes qui viennent vérifier que c'est fait. Puis après, vous avez la réglementation. Et je pense que l'articulation de ces éléments-là, et ça revient un peu à ce que j'évoquais aussi, c'est le fait d'arriver à faire communiquer des mondes. Le monde de la recherche avec le monde de la start-up, oui, et le monde de la start-up avec le monde de la régulation. Et encore une fois, c'est encore... il y a beaucoup de sable dans la machine pour l'instant. Laurence? Oui, c'est construire cet écosystème, on essaie de le faire à travers des normes, c'est-à-dire mettre des chercheurs, mettre des industriels et des consommateurs aussi, qui vont être capables d'interagir différemment. Et je pense que c'est important que cet écosystème, on ne le comprenne pas comme étant figé, mais quelque chose qui va évoluer. Donc on donne un cadre avec
des souhaits et derrière, il y a des métriques à mettre en œuvre, il y a des procédures qu'il va falloir faire et tout ça va prendre du temps. Et je pense que c'est important aussi de ne pas tout figer et d'imaginer, parce que le monde technologique avance à toute vitesse, on est d'accord. Donc il faut que les normes puissent suivre aussi des technologies qui soient toujours nouvelles et en avance. Et pour cela, ce sont des procédés qui prennent en compte cette coévolution humain-machine. Je fais des machines qui évoluent en fonction de moi, qui vont s'adapter, je vais m'adapter à elles. Comment je fais pour surveiller, monitorer en fait ce qui se passe entre les deux? Merci. Laurence. Monsieur, bonjour, vous avez le micro. Je vous invite à vous présenter si vous le souhaitez. Bonjour, je suis Iqbal, je suis ingénieur de formation, je travaille dans une banque. Sylvain a parlé tout à l'heure de validation des modèles. Comment vous déconnectez les sujets liés à la base de données et les sujets liés à l'algorithme? Un même algorithme pourrait être considéré comme sans trop d'impact avec une base de données, mais peut être très dangereux avec une autre base de données, et inversement, une base de données peut être très dangereuse avec un algorithme et pas avec un autre. Je pense qu'il y a une question théorique sur la quantité de données qu'on a et puis les algorithmes, et puis on est capable quand même de mesurer l'information dont on dispose réellement, mais ça se joue à mon avis aussi beaucoup pour des tests sur des champs limités, en environnement contrôlé sur des données vie réelle, qui permettent de tester en fait comment l'algo réagit. Alors on n'est jamais sûr, c'est jamais parfait. Et aujourd'hui on n'a pas les crash tests de l'automobile qui sont définis pour, on n'a pas d'équivalent en IA, mais dans la façon dont c'est déployé, dans la façon dont on mesure, et le côté qui, tout à l'heure on disait il n'y a pas de tiers aujourd'hui qui décident, on peut créer des tiers dans des entreprises qui sont différents, ce n'est pas les mêmes équipes que les équipes qui codent, qui décident de donner un coup de tampon, et il y a beaucoup de choses qui se font autour de la façon dont on teste en fait. Merci. Rapidement. Il faut faire des bacs à sable, on commence à voir ça, on en a entendu parler pour la reconnaissance faciale dans certaines villes. Je pense que c'est vraiment extrêmement important qu'on considère cela réellement, qu'on le teste, qu'on fasse des benchmarks, c'est-à-dire des ensembles d'essais, qu'on fasse bouger un peu les algos pour comprendre est-ce qu'ils sont robustes ou pas. Et c'est cela qui créera de la confiance aussi. Donc on a besoin d'aller plus loin et de ne pas avoir peur et de ne pas dire non tout de suite. Il faut expérimenter en bac à sable. Merci. J'ai une question là-bas et ensuite on prendra les 2 dernières questions ici. Bonjour madame. Bonjour, je suis Julienne Jardini, je suis collégienne à Paris. Je me demandais en fait les limites. En avançant avec les innovations du monde, il y aura toujours de nouvelles limites, de nouveaux besoins. Mais à un moment, ces limites, ils vont arriver à presque l'impossible. Mais à quel moment pourra-t-on s'arrêter et dire non, là c'est trop, c'est assez? Vous êtes en quelle classe, mademoiselle, si vous me permettez? En 3e. Merci d'être là déjà pour vous. Bravo. C'est une très bonne question, votre question, parce qu'il y a une dépense d'énergie énorme à travers tous ces nouveaux outils, cette nouvelle technologie. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, est-ce que c'est pour le bien-être et pour la connaissance? Est-ce que ça va servir à qui, à quoi? Donc, devant tout système, et les startups et nos licornes aussi devraient avoir cela. Il ne suffit pas de lever des milliards, il faut aussi dire à quoi ça peut servir dans la société et qu'est-ce qu'on fait sur l'écologie. Luc, Julia pour vous répondre, et Sylvain, pardon. Oui, rapidement. Les limites, c'est celles qu'on décide. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut collectivement qu'on décide jusqu'où on va aller. Ce que vient de dire Laurent, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que ces systèmes, les systèmes d'IA en l'occurrence, sont des aberrations écologiques pour certains d'entre eux, pour la plupart d'entre eux. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Moi, ingénieur, j'ai envie de faire des trucs. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va servir la société? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est utile pour nous? Donc c'est à nous de décider collectivement. C'est à nous, scientifiques et ingénieurs, de dire voilà ce que je fais, et je vous le montre et je suis transparent. Mais c'est à nous collectivement et aux régulateurs de décider si ce qu'on fait c'est vraiment utile. Sylvain? Non, ce que j'allais dire, alors je rebondis juste sur la partie environnement. Les émissions liées à l'usage des technologies augmentent de façon exponentielle. Donc aujourd'hui, c'est encore que quelques pourcents des émissions totales. Et on a une attitude qui est complètement vorace, gloutonne vis-à-vis de la puissance machine et l'électricité. Tout le monde, quand il achète sa voiture, essaie de voir un peu combien ça va consommer, c'est combien ça lui coûte, etc. On en est très loin dans le numérique. Et là, il y a d'énormes efforts à faire. L'autre jour, je disais un peu en blaguant que notre comportement numérique, c'est aller chercher nos enfants à l'école avec un semi-remorque, avec la clim et la fenêtre ouverte. Je veux dire, c'est fou ce qu'on consomme en énergie. Après, moi, la question de la limite, elle est très bien.
Alors, il y a les limites collectives qu'on se pose, il y a la réglementation, il y a les ingénieurs qui conçoivent, etc. Mais je pense qu'il y a une éthique individuelle aussi à développer, qui est extrêmement importante. Et l'utilisation de la technologie et de ce qui sera proposé, à mon avis, ne va pas de soi, parce qu'on va entrer dans des systèmes où il y aura un peu des délires, à mon avis, techno, je ne sais pas comment les appeler, une espèce de technofolie sur certains sujets. Et là, c'est à chacun de mettre ses propres barrières. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. On voit ce qu'on sait sur vous sur les réseaux sociaux. Dans les métavers, vous laissez une trace d'une richesse incroyable dès que vous allez faire quelque chose, puisqu'on voit à peu près tout ce que vous faites. Alors, on est un peu protégé par l'immensité des données qui sont produites. Mais à un moment donné, chacun va devoir aussi se dire, ben là, je joue pas. Et c'est là que les questions d'être formé, pas simplement aux maths ou à l'informatique, mais aux humanités, à la sociologie, à la philosophie, à tout ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement important pour les jeunes dans le monde qui vient. Pardon, Gilles, excuse-moi, je passais de Sylvain à toi. Je t'excuse. Non, excellente question, merci vraiment d'être ici. Il me semble que nos sociétés, et je pense que dans votre question, il y a aussi une interpellation à l'égard du mercantilisme et du consumérisme. Et encore une fois, on est sur une route qui est en train de changer du fait de l'environnement. Et on va devoir arrêter d'être dans cette logique, donc de ces voitures stupides et de ces trucs idiots, et consacrer ces technologies à des fins qui sont extrêmement différentes. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même une vraie question, c'est est-ce que la notion d'innovation est devenue une fin en soi ou pas? Et ça nous renvoie quand même beaucoup à qu'est-ce que c'est que l'humanité, pourquoi est-ce qu'on est là, etc. Moi, je suis assez surpris parce que je pense que comme certains d'entre vous ici, je voyage beaucoup et je vois qu'il y a des tas de sociétés où ces questions de progrès sont peut-être moins prégnantes et où les gens ont l'air plus heureux. Et donc, je pense que le monde occidental est quand même arrivé à une forme de barrière parce que la notion de technologie qui est d'ailleurs remise en cause, les débats sur la 5G, etc., sont là pour nous le rappeler. Je pense que derrière ces débats, il y a quand même un peu quelle est la finalité de ce type de société que vous voulez construire. Et c'est un débat qui, à mon sens, ne fait que commencer. Merci Gilles. Merci encore une fois d'être venu pour poser la question. Je vous laisse la dernière question de ce panel. Bonjour. Merci de me donner la parole. Merci pour la qualité de vos interventions. Je suis Fabrice Rouillet et donc j'avais une double question. Par rapport au fonctionnement de la bourse, j'ai entendu dire qu'un algorithme pouvait en 1 minute faire des microtransactions et faire des transactions boursières de l'ordre de 3 transactions à la minute, c'est-à-dire une toutes les 20 secondes, et qu'on avait le plus grand mal à contrôler ces algorithmes et à en reprendre le contrôle. Donc je voudrais savoir si c'est exact. Et j'ai une autre question, c'est que par rapport aux valeurs éthiques qui vont gouverner donc l'utilisation de ces algorithmes, par rapport à l'intelligence artificielle, est-ce qu'il n'y aura pas 2 vitesses entre les valeurs éthiques de l'Occident qui seront attentives au respect des libertés publiques et les valeurs éthiques d'autres régions du monde avec des gouvernements qui seront moins respectueux des droits de l'homme? Je pense par exemple à la reconnaissance faciale utilisée par certains gouvernements. Voilà, merci. Merci à vous. Je vous donne la règle du jeu. Il nous reste 2 minutes 14, donc en 33 secondes chaque, voilà, sur l'une des questions qui sont passionnantes bien sûr. Qui peut répondre déjà sur la bourse? En fait, ça fait partie des sujets. C'est beaucoup plus rapide que 3 transactions à la minute. Hein. On est sur des transactions qui sont quasi instantanées avec du trading haute fréquence. Donc ça, c'est des choses qui sont énormes. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a des mouvements de bourse qui sont accentués parce qu'il y a trop d'ordres qui sont donnés avec à peu près les mêmes règles et que ça peut accentuer des mouvements de marché. La question, Gilles, et ensuite l'éthique. Sur le fast trading, le trading haute fréquence, on considère que 60 à 70% des ordres de bourse sont le fait d'ordinateurs qui passent les ordres automatiquement aujourd'hui. Et il y a eu des travaux de recherche qui ont démontré que, ça rejoint finalement un certain nombre de débats qu'on a eu ici, ça avait plutôt eu tendance à éviter, contrairement à ce qu'on pense, les aberrations de marché. C'est-à-dire ils profitent des aberrations de marché, c'est là où ils gagnent de l'argent, et de fait ils ont tendance à lisser
le fonctionnement du marché. Voilà, on pourrait parler des enjeux éthiques, mais je ne le ferai pas. Ça m'arrange. Quelques mots sur l'éthique, parce que la question est fondamentale, bien sûr. Sur l'éthique, pour moi, c'est une question qui va au-delà de l'IA. Un exemple évident, c'est le contrôle social en Chine, par exemple. On peut se dire, voilà, une société qui fait ça, qui va très loin sur l'IA, qui pousse très loin. Après, c'est un modèle de société. Soit on pense qu'une société de liberté qui donne de l'autonomie aux gens, c'est une société qui fonctionne mieux. Soit on peut imaginer qu'un État beaucoup plus totalitaire, qui utilise les technologies pour contrôler sa population, c'est plus efficace. Et là, c'est affaire de conviction. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'une société où on a de la liberté, c'est comme une société à la fin qui s'en sort mieux. Mais c'est vrai que tous les États ne prennent pas cette direction aujourd'hui. Et là où ça devient très concret, la question que vous posez, c'est sur l'armement. Il y a des discernements sur quel est le système d'armes, jusqu'où on accepte d'utiliser l'intelligence artificielle ou pas pour tuer des gens. Et aujourd'hui, tout le monde ne prend pas les mêmes positions, mais un jour, on peut avoir la guerre. Masti, pour terminer. Et sur le sujet de l'armement, par exemple, la vision européenne était de dire on va exclure l'usage de l'IA réglementé dans le secteur de l'armement. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit une sorte de tendance depuis maintenant un certain nombre d'années, que quand en Europe, on crée des normes qui s'appliquent avec cadre, structure et force. Finalement, il y a pas mal de pays qui nous regardent et qui s'inspirent de la réglementation telle qu'elle a été mise en œuvre en Europe pour le déployer dans leur pays. Et tout à l'heure, on parlait de la réglementation sur les données à caractère personnel. Les Américains, au départ, on trouvait que c'était complètement dingue, c'était complètement ridicule. Et puis, en réalité, ils sont allés adopter à peu près la même chose. En Corée, on voit la même influence. Donc, finalement, c'est vrai que l'on ne va pas changer les visions démocratie, pas démocratie, etc. Mais on a quand même une forme d'influence de manière générale. Et merci de nous rassurer sur le sujet. Merci déjà à ceux qui ont posé des questions. Pardon Salomon, parce que je sais qu'il y a une frustration sur les questions, mais vous pourrez les avoir dans quelques instants. Je voudrais terminer pile à l'heure parce qu'il y a d'autres débats. Si je vous offre un mot chacun ou une mini-phrase chacun, vous voulez que l'on reparte avec quoi sur ce sujet qui nous unit et qui va encore nourrir nos repas de famille demain et dimanche d'après, et encore le dimanche d'après? Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne, Sylvain? Ce serait espoir avec de la vigilance. Merci. Masti, vous acquiescez? La même chose, une confiance contrôlée. Laurence. Partenariat mondial sur l'IA. On a besoin de réfléchir ensemble. Ça commence à exister. Il faut continuer. Gilles. Je voudrais remercier cette jeune fille qui est ici. Je suis très touché qu'elle soit parmi nous. Et moi aussi. Luc. Oui, espoir, oui, on va y arriver. Je suis moins bon que Laurence en marketing, donc j'ai pas amené mon bouquin pour pouvoir le montrer. Mais il y en a plein. Mais je vous conseille, on va droit dans le mur avec un point d'interrogation, et c'est le point d'interrogation qui compte. Je voulais qu'on remercie vos invités aujourd'hui, mesdames et messieurs.